Dans cette série de vidéos, nous allons revenir sur les plus gros scandales de l'histoire de la pop culture. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Popslay, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons revenir sur les plus gros scandales de l'histoire de la pop culture. Et on commence tout de suite avec la première histoire, celle du Nipplegate. Nous sommes en 2004 et Janet Jackson est en tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Soit le concert ultime dans la carrière d'un artiste, un show qui est visionné par plus de 100 millions de personnes en direct. Stay tuned for the supercharged AOL Top Speed Halftime Extravaganza. See you at halftime. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que l'édition de 2004 s'est clôturée sur une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fait couler encore beaucoup aujourd'hui. Janet Jackson va devoir faire face à la pire chose qu'une artiste peut redouter au cours de sa carrière, tandis que Justin Timberlake, lui, va continuer son ascension et va même s'en sortir à merveille. Mais avant de se plonger dans cette affaire, revenons en 2002. Nous sommes donc en 2002, 2 ans avant le dit événement, et il faut savoir que Janet Jackson, cette année-là, était en lice pour être la tête d'affiche du Super Bowl. Mais en parallèle, l'Amérique vit une période morose en plein conflit contre le terrorisme, quelque temps après le tragique événement du 11 septembre. Puis un jour, les équipes qui gravitent autour de la NFL, la National Football League, qui organise cet événement hors norme qu'est le Super Bowl, assistent à un concert de U2 au Madison Square Garden, une salle de spectacle emblématique à New York. La tournée est folle, pleine d'extase, de joie, de recueillement aussi et d'espoir, puisque finalement U2 est l'un des seuls groupes à ne pas avoir annulé ses concerts en Amérique. L'Elevation Tour devient rapidement la deuxième tournée la plus lucrative de l'histoire, et donc dans toute cette effervescence, Janet Jackson, elle se retrouve quelque peu évincée de la partie, en tout cas pour l'édition de 2002. Parfois vous le remarquerez peut-être, mais dans l'industrie musicale, tout est question de timing. L'année suivante, 2003, semble être la bonne pour Janet Jackson, et finalement la National Football League décide plutôt de se tourner vers Shania Twain, No Doubt et Sting. Janet Jackson est enfin annoncée comme étant la tête d'affiche du prochain spectacle de la mi-temps du Super Bowl pour l'édition de 2004. Son moment est enfin venu, il était temps, j'ai envie de dire, puisqu'à cette période, en 2004, Janet Jackson, c'est déjà plus de 20 ans de carrière. Elle sortait de l'ère All For You qui a été un énorme succès mondial. L'album est entré directement numéro 1 aux États-Unis, en se vendant à plus de 698 000 exemplaires en première semaine. Le titre majeur et emblématique de cette ère, c'est évidemment la chanson éponyme All For You, qui sonne toujours aussi fraîche aujourd'hui. L'un des plus gros tubes de l'année 2001 qui a été numéro 1 aux États-Unis pendant 7 semaines. À cette période, All For You est la chanson étant restée le plus longtemps à la première place du classement américain de toute l'histoire du Billboard Hot 100. Et finalement, All For You est le dernier des 10 numéros 1 de Janet Jackson aux États-Unis. Et vous allez très vite constater dans la suite de cette histoire qu'il ne s'agit pas d'un hasard. En parallèle, nous avons Justin Timberlake qui explose en solo. Timbaland et The Neptunes lui produisent majoritairement son premier album solo Justified, un album qui est très bon, qui a également marqué la fin des années boys band et qui a surtout ouvert les portes vers le monde du hip-hop à Justin Timberlake. Là aussi, c'est un énorme succès, 439 000 exemplaires vendus en première semaine aux États-Unis. Aujourd'hui, l'on comptabilise 4 millions sur le territoire et 10 millions à l'échelle mondiale. Il faut dire que cet album est rempli de tubes, Like I Love You, Cry Me a River, Rock Your Body, ou encore Señorita. À cet instant, il n'est pas annoncé que Justin Timberlake rejoigne Janet Jackson sur scène. Mais MTV laisse entrevoir quelques surprises à travers un communiqué. La chorégraphe de Janet Jackson annonce, je cite, des moments choquants, tout en gardant secrète l'apparition de Justin Timberlake. Et donc au moment de cette déclaration, MTV qui produisait le show, de leur côté, ils pensaient que le moment choquant allait être l'apparition encore non annoncée de Justin Timberlake sur la scène du Super Bowl, et pas le dénouement de la performance telle qu'on la connaît aujourd'hui. Nous arrivons donc à la date fatidique, le 1er février 2004, et c'est ce soir qu'a lieu le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. L'effervescence et l'attente autour du spectacle est juste inouïe. Le show débute enfin, Jessica Simpson nous présente une fanfare locale. Janet Jackson débarque et entonne All For You.
P. Diddy, Nelly, Kid Rock, tous rejoignent la scène. Et là, surprise, Justin Timberlake débarque sur scène pour interpréter Rock Your Body avec Janet Jackson. Une chanson qui, rappelez-vous, se termine par cette phrase. Ainsi, lors de la performance, et plus précisément sur le mot song, Justin Timberlake tire sur le côté droit de l'outfit de Janet Jackson pour en retirer uniquement, techniquement et logiquement, la première couche. Une sorte de reveal donc, et d'ailleurs ce n'était pas le seul reveal de la soirée, puisque sur Hot in Here, on voit les danseuses qui retirent la première couche de leur costume. Néanmoins, pour Janet Jackson, c'est l'ensemble qui se retrouve détaché, et sa poitrine se retrouve alors exposée aux yeux du stade, mais aussi aux yeux des 100 millions de personnes qui regardent l'événement en direct. Ce n'est qu'un sein, me direz-vous, mais il faut également rappeler que nous sommes face à une Amérique puritaine. On voit pendant ces quelques fractions de secondes Janet Jackson qui baisse les yeux, elle est littéralement choquée. Justin Timberlake ne semble pas non plus comprendre ce qui se passe avec le morceau déchiré à la main. La performance est terminée, la scène s'assombrit, le mal est fait. En coulisses, Janet Jackson est encore sous le choc, on l'a dit en pleurs. Elle souhaite quitter le stade au plus vite. Quant à Justin Timberlake, il reste sur place, il enchaîne quelques interviews et on le trouve même très souriant. C'était assez chaud. On aime vous donner matière à discuter. Le soir même, MTV, qui produisait le show, et Justin Timberlake publient leurs excuses, et c'est à ce moment précis qu'on commence à parler de dysfonctionnement de la garde-robe. Ce n'était pas intentionnel et c'est regrettable, dit-il. Quant à MTV, voici ce qu'il déclare. L'incident de la robe de Janet Jackson n'a pas été répété, ni planifié, ce n'était absolument pas intentionnel. MTV regrette que cet incident se soit produit, et nous présentons nos excuses à toute personne qui a été offensée par cet incident. Le 2 février 2004, le lendemain de l'incident, Janet Jackson publie à son tour une déclaration qui indique qu'effectivement, un reveal de costume avait été prévu après les répétitions finales. Wayne Scott Lucas est un styliste qui faisait partie de l'équipe de Janet. Et on dit que le lendemain de la répétition du spectacle, il est allé faire des achats seul. On ne sait pas ce qui a été discuté là-bas, mais il est clair que certaines parties du costume ont été modifiées. Dès le lendemain, le 3 février 2004, la commission fédérale ouvre une enquête puisque, tenez-vous bien, pas moins de 540 000 plaintes ont été déposées. C'est du jamais vu. L'enquête portera, je cite, sur l'ensemble du programme, y compris la brève exposition de la poitrine de Janet Jackson et le numéro de danse sexualisé qui l'a précédé, afin de déterminer s'il viole les normes d'indécence établies par la loi. Les médias s'en mêlent et la faute est rapidement rejetée sur les épaules de Janet Jackson. On va même jusqu'à dire qu'elle a tout manigancé, sa parole est remise en cause. Un acte pathétique de la part de Janet Jackson, dont la carrière est en déclin. On parle d'une femme de 37 ans, l'âge de la retraite à l'échelle de la pop music. Justin Timberlake, lui, se dit frustré d'une telle situation. Pour lui, ce n'était pas le moment qu'un tel incident vienne lui couper les ailes. Bref, le temps s'écoule et la saison des Grammy Awards approche. À cette période, voici ce que rapporte le New York Times. Des personnes impliquées dans la production du programme des Grammy Awards ont confirmé que Janet Jackson se retirerait elle-même ou bien on lui demanderait de se retirer. Vous l'avez compris, Janet Jackson se retrouve sur liste noire et pas n'importe laquelle. Celle de Viacom, la société mère de CBS qui diffuse les Grammy Awards. Son invitation est annulée. Et puis finalement, beaucoup se disent mais attendez les gars, vous partez un peu loin. Et pourquoi Justin Timberlake, qui fait également partie de l'incident, ne subit pas des pressions similaires? Justin Timberlake est bel et bien invité, il va même profiter d'un de ses discours d'acceptation pour s'excuser à propos de cet incident. This is overwhelming. I don't know what to say. Listen, I know it's been a rough week on everybody, and what occurred was unintentional, completely regrettable, and I apologize if you guys are offended. This has been a dream of mine. Don't. I already got enough. Don't. Thank you. I don't know what to say. This is officially the greatest moment of my life. Thank you. Des excuses qui auraient fait partie d'un accord passé avec CBS comme condition pour lui permettre de continuer à apparaître lors de la cérémonie. Un accord que Janet Jackson aurait refusé. A noter que ce soir-là, CBS diffuse la cérémonie en différé de 5 minutes pour éviter toute déclaration qui pourrait nuire au programme, mais aussi parce que cet événement de Nipplegate a incité tout un écosystème médiatique à repenser certaines mesures de précaution. L'impact va être énorme. Le Nipplegate devient un sujet politique et malheureusement, Janet Jackson va en payer les frais. Mais ce n'est pas le cas de Justin Timberlake qui va être présent ce soir-là, qui va même performer sur scène et qui va recevoir 2 Grammy Awards, un pour Cry Me a River et un autre pour son album Justified. Cette injustice que Janet Jackson va subir à court terme va également s'étendre tout au long de sa carrière. La preuve en est, en mars 2004, elle sort son nouvel album, Damita Joe.
L'album est très bon et pourtant les ventes vont être divisées par 3 par rapport à l'ère précédente. Ce qui, je pense, a donné encore plus de force et de puissance à ce tollé médiatique, c'est l'expansion de la technologie. Malheureusement pour Janet Jackson, l'incident intervient au moment où Internet explose. Janet Jackson devient même le terme le plus recherché de toute l'histoire de Google. Il est d'ailleurs entré dans le livre Guinness des records en 2006. Et ce n'est pas tout, tenez-vous bien, l'incident aurait même été jusqu'à inspirer l'idée même de ce qu'est YouTube. En effet, Jawed Karim a déclaré qu'il avait fondé YouTube par frustration de ne pas pouvoir trouver l'extrait de la performance. De son côté, en 2006, Justin Timberlake est en pleine promotion pour son album Future Sex Love Sound. Il déclarera en interview auprès de MTV qu'en effet il aurait pu mieux gérer l'après de l'incident. Il dit aussi que cela révèle autre chose sur la société. L'Amérique est plus dure envers les femmes et je pense que l'Amérique est injustement dure envers les personnes racisées. C'est aussi pour ça que je vous disais que le Nipplegate est bien plus qu'un simple tollé médiatique. Ça soulève des questions autour du racisme et aussi du sexisme et malheureusement pour Janet Jackson ça va être la double peine. Janet lost her damn mind whipping out a titty on a Sunday afternoon. And a 40-year-old titty at that. You can't just whip out a 40-year-old titty. That's your man's titty. Le backlash médiatique auquel elle a dû faire face est complètement démesuré et complètement absurde. En 2018, soit 14 ans après l'incident, Justin Timberlake annonce dans les médias qu'il a eu une conversation avec Janet Jackson. Il dit avoir merdé dans cette histoire et assure en avoir tiré des leçons. You can't change what's happened, but you can move forward and learn from it. Justin Timberlake en est sorti indemne, il a d'ailleurs été la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2018. Jusqu'au dernier moment, beaucoup de personnes ont pensé que Janet Jackson allait faire une apparition, mais je pense sincèrement qu'elle a bien fait de ne pas y aller. Ça aurait été une nouvelle fois une manière de faire perdurer le passé et de rouvrir certaines cicatrices. Toujours en 2018, des médias rapportent que le président de CBS était en réalité obsédé à l'idée de ruiner la carrière de Janet Jackson après l'incident. Info de dernière minute, le New Yorker rapporte que 6 femmes disent avoir été harcelées sexuellement par le président de CBS, Les Moonves. 14 ans plus tard, l'homme qui a demandé des excuses répétées à Janet Jackson pour le supposé mal qu'elle avait fait à CBS a été forcé de quitter son entreprise pour cause d'accusations de harcèlement sexuel et a qualifié ces accusations de tentative de détruire sa carrière. En 2018, le mouvement MeToo et les enquêtes de New Yorker ont fait donc chuter cet homme qui est l'un des plus grands dirigeants, les plus puissants de la télévision outre-Atlantique. La chaîne qu'il représente a également annoncé qu'elle allait donner 20 millions de dollars à une ou plusieurs associations soutenant le mouvement MeToo et l'égalité des femmes au travail. Cet homme voulait des excuses de la part de Janet Jackson et de Justin Timberlake, et pour lui, les excuses de Janet Jackson n'étaient pas assez suffisantes. Moonves ordered Viacom properties, meaning VH1 and MTV, and all Viacom-owned radio stations, that's a lot, to stop playing Jackson's songs and music videos. The move had a huge impact on sales of her album Damita Jo, which was released in March of 2004, just a month after the Super Bowl. En 2021, rappelez-vous, Justin Timberlake présente ses excuses publiques à Janet Jackson à travers un post Instagram. Pourquoi 2021, me direz-vous ? Eh bien, après l'énorme tollé médiatique suscité par le mouvement Free Britney, Justin Timberlake a décidé de s'exprimer plus largement sur ses actions envers les femmes dans le passé. J'ai vu les messages, les mentions, les commentaires et les préoccupations et je veux répondre. Je suis profondément désolé pour les fois dans ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j'ai parlé à tort et à travers, où je n'ai pas parlé pour ce qui était juste. Je comprends que j'ai merdé dans ces moments et dans beaucoup d'autres et que j'ai bénéficié d'un système qui tolère la misogynie et le racisme. Je veux spécifiquement m'excuser auprès de Britney Spears et de Janet Jackson, toutes deux individuellement car je tiens à ces femmes, je les respecte et je sais que j'ai merdé. Quant à Janet Jackson, en 2022, elle assure dans son documentaire qu'elle assure avoir tourné la page et elle aimerait bien que le monde en fasse de même. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est de réaliser que ces quelques fractions de secondes se sont transformées en une suite d'événements chaotiques et tristes. Depuis, Janet Jackson n'a jamais réellement retrouvé le succès d'antan, sans parler des répercussions psychologiques, l'humiliation, la solitude, la frustration, la colère, le désespoir. Clairement, je salue le courage, la robustesse d'esprit et la détermination de Janet Jackson, puisqu'il faut rappeler qu'elle a eu tout un système contre elle. Elle est toujours debout aujourd'hui et n'a cessé de se réinventer en assumant ses choix artistiques sur chaque album. Pour moi, celle qui a eu le plus de coups dans cette histoire, c'est elle, et je trouve que c'est vraiment l'exemple d'une femme forte. You've been with me every step of the way, through all my ups, all my downs. I never have, and
I never will take you for granted. Eh bien, c'était une sacrée histoire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On passe à la deuxième histoire de cette vidéo. Je vous propose de revenir 8 ans en arrière sur le scandale de l'ascenseur. Un événement qui concerne 3 protagonistes. Dans la famille Carter-Knowles, je veux Beyoncé, son mari Jay-Z et sa petite sœur Solange. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Je vous ramène donc 8 ans en arrière. Nous sommes en 2014, cela fait quelques mois maintenant que Beyoncé a sorti son album Self-Titled, qui a retourné toute l'industrie musicale. Jay-Z et Beyoncé ne vont pas tarder à débuter leur tournée mondiale On The Run. Seulement le soir du 5 mai 2014, une dispute éclate au sein de la famille Carter dans un ascenseur. Et dès les instants qui ont suivi leur sortie de l'ascenseur, Jay-Z, Beyoncé et sa sœur Solange étaient loin de penser que leur dispute alors privée deviendrait publique et ferait les gros titres dans le monde entier et inspirerait même certaines de leurs musiques les plus emblématiques à ce jour. Jay, what's good, Jay? Retour sur cette soirée chaotique. Une soirée qui en apparence avait tout l'air d'un conte de fées. Solange a commencé la soirée à son hôtel, manteau et verre à la main, puis elle arrive au Met Gala. Car oui, ce soir-là a lieu l'une des soirées les plus prestigieuses de l'année, le Met Gala. Beyoncé arrive séparément et subjugue le monde entier comme à son habitude. Elle fait tomber une bague, mais pas de panique, Jay-Z, son prince charmant, débarque et simule une proposition. Trop mignon. La soirée suit son cours, Beyoncé et Solange posent ensemble lors du dîner, puis elles se dirigent à l'after party. Jusqu'ici, sous nos yeux, rien d'anormal. Mais quelques temps plus tard, alors que Beyoncé, Jay-Z et Solange quittaient l'after party du Standard, la situation dégénère dans l'ascenseur. L'agent de sécurité tente de contenir Solange, Jay-Z tente de se protéger, Beyoncé semble paralysée, elle peine à réagir. Solange arrive tout de même à donner quelques coups avant de se faire contenir par le garde du corps. Les portes de l'ascenseur sont maintenant ouvertes, la famille se retrouve alors de nouveau sous les yeux du grand public. Il faut alors garder la face, mais clairement ça va être tellement compliqué de ne rien laisser transparaître dans de telles situations. Leurs visages respectifs expriment beaucoup de choses. Beyoncé reste professionnelle et fait de son mieux pour sourire. Ce qui n'est pas le cas de Solange qui semble très agacée. Vous vous en doutez, ces images dans l'ascenseur auraient bien évidemment dû rester privées. Une semaine plus tard, le média TMZ les divulgue et le scandale éclate. Seems to be Jay-Z being attacked in the elevator by Beyoncé's sister Solange. E-News avait confirmé qu'ils avaient identifié le gardien responsable de la fuite, vendu selon le New York Post pour $250 000. Il a été sans surprise rapidement licencié. Quelques jours plus tard, le trio familial se voit dans l'obligation de rompre leur silence. La chose la plus importante est que notre famille a surmonté cette épreuve. Jay et Solange assument chacun leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ils reconnaissent tous deux leur rôle dans cette affaire privée qui a été rendue publique. Ils se sont tous deux excusés et nous sommes allés de l'avant en tant que famille unie. Les rapports selon lesquels Solange aurait été intoxiquée ou aurait eu un comportement erratique au cours de la soirée sont tout simplement faux. En fin de compte, les familles ont tous des problèmes et nous ne sommes pas différents. Nous nous aimons et par-dessus tout, nous sommes une famille. Nous avons mis tout cela derrière nous et nous espérons sincèrement que le monde en fera de même. Cette vidéo a effectivement donné lieu à une série de théories du complot, de blagues, de mèmes qui ont inscrit à jamais cette dispute dans l'histoire de la culture pop. Maintenant, que s'est-il réellement passé ? Difficile d'affirmer et de confirmer quoi que ce soit en réalité. Ce qui est sûr, c'est que Solange tient énormément à sa sœur et qu'elle ne laissera personne lui manquer de respect. Jonathan Hay, qui s'attribue ouvertement le mérite d'avoir lancé de fausses rumeurs à propos de Jay-Z et Rihanna en 2005 pour soi-disant promouvoir son premier single Pon de Replay, a également insinué que tout cela avait été fait dans le but de promouvoir la tournée On The Run dans une interview avec Billboard. Le magazine Time relate qu'il s'agit également d'une théorie qui avait été partagée par le père de Beyoncé. Ils avaient besoin de quelque chose pour enflammer cette tournée, a-t-il déclaré. C'est ce qu'on appelle un coup du Jedi, il vous trompe la plupart du temps. Personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Son père poursuit en disant « Tout ce que je sais, c'est que tout le monde en parle, les ventes de la tournée ont augmenté et les ventes de l'album de Solange ont augmenté de 200%. Après, il faut tout de même rappeler que Beyoncé et son père n'étaient plus réellement proches à cette période. Pour rappel, elle l'avait renvoyé de son poste de manager en 2011. Beyoncé n'avait pas du tout besoin de cette lumière pour promouvoir sa tournée. L'album Self-Titled a été un carton plein. Ils ont finalement poursuivi leur tournée On The Run sans mentionner la dispute. Ils ont affirmé avoir laissé l'événement derrière eux, mais ils reviendront pourtant plusieurs fois en musique, et ça nous intéresse. En effet, quelques mois après l'incident, Beyoncé y fait référence dans son couplet sur Flawless en featuring avec Nicki Minaj.
Et ça, ce n'était qu'une mise en bouche, puisque Beyoncé choque le monde entier lorsqu'elle lâche le bijou visuel qu'est Lemonade en 2016. Un album jouissant d'un impact culturel indéniable, on y reviendra dans le cadre d'une vidéo dédiée. Hold Up, Sorry, Pray You Catch Me et Don't Hurt Yourself font référence à son mari et à son infidélité présumée. Quant à Solange, quelques mois plus tard, elle sort également un album sublime et n'a pas ressenti le besoin de mentionner cette dispute. Sans doute un moyen de ne pas amplifier l'histoire, mais surtout de se construire à travers sa propre identité et non celle de sa sœur. Jay-Z n'est pas resté silencieux très longtemps puisque lorsqu'il dévoile son projet 444, il envoie des réponses à sa femme, des réponses qui sont parfois évidentes et parfois subtiles. Finalement, Jay-Z, Beyoncé et Solange ont tous été nominés aux Grammy Awards pour leurs projets respectifs, mais seules les deux sœurs ont ramené des récompenses. And the Grammy goes to Lemonade, Beyoncé. Et depuis, la famille Carter-Knowles ne cesse de se serrer les coudes, en tout cas en apparence. La morale de l'histoire est que, comme l'a dit Jay-Z, personne ne gagne quand la famille se dispute, et surtout, retenons que des problèmes de famille, il y en a partout, même chez Beyoncé. Beyoncé est tellement puissante et dotée d'une juste discrétion qu'un tel événement a retourné la planète entière. À vrai dire, ce n'est pas la seule rumeur dont elle a fait l'objet. Par exemple, sa présumée liaison avec Barack Obama, le fait qu'elle serait la mère de Solange, cette théorie absurde voudrait qu'elle ait eu Solange à 12 ans et que ce soit ses parents qui l'aient élevée. Mais je crois que ma théorie préférée reste celle qui stipule que Beyoncé aurait enfermé Sia dans sa cave pour qu'elle lui écrive des chansons toute la journée. Internet ne cessera jamais de nous surprendre. Écoutez, c'est la fin de ce premier épisode des plus gros scandales de la pop culture. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Dites-moi également dans les commentaires quel autre scandale vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble pour les prochaines vidéos. Il y en a tellement. Et puis je vous embrasse, je vous remercie du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!